Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce live, deuxième LinkedIn Live pour la présentation des chiffres, des résultats du baromètre SoWine Dynata 2022, que vous allez donc avoir en avant-première. Je vous informe d'ores et déjà que vous pourrez retrouver toutes les infographies que nous allons présenter aujourd'hui, un peu plus tard à partir de 12h30 sur le site internet de SoWine, sowine.com. Et puis, vous pourrez également écouter des podcasts qui seront dédiés à l'ensemble des données barométriques qu'on vous présente aujourd'hui. Un podcast chaque mercredi pendant les 5 semaines qui viennent. Alors, après une année 2020 un peu particulière à bien des égards, l'année 2021 a également fait bouger les lignes quant au comportement des Français en termes d'achat, en termes d'habitudes de consommation, en termes de rapport et d'habitudes au numérique et au digital, et puis également en termes de rapport aux boissons alcoolisées. Le baromètre SoWine Dynata en est à sa 11e édition. On reparlera de la méthodologie dans quelques instants. Il y a une grande majorité des questions qui sont posées de manière similaire d'une année sur l'autre. Pour autant, on a cette année encore, comme chaque année, injecté un certain nombre de nouvelles questions, de nouveaux sujets sur le baromètre, et en particulier cette année, un certain nombre de questions quant au rapport des Français à la bière qui va nous révéler un certain nombre de surprises. Je vais sans plus attendre passer la parole à Sylvain qui va nous parler de la méthodologie du baromètre. Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous trouver aussi nombreux sur LinkedIn Live aujourd'hui pour la présentation du baromètre. Quelques informations du coup sur la méthodologie, la méthodologie de recueil. Cette étude a été menée, en fait, le terrain de l'étude a été mené en décembre 2021 auprès d'un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes représentatives de la population française. Et la représentativité du coup de cet échantillon est assurée par la méthode des quotas sur la base des critères de sexe, d'âge et de zone géographique d'habitation. Ce questionnaire et cette étude en fait est menée en partenariat avec notre partenaire Dynata, qui est l'un des leaders mondiaux de solutions d'échantillonnage à destination des professionnels. Et donc, une étude qu'on mène avec eux depuis maintenant, en fidélité, depuis maintenant un peu plus de 12 ans, puisqu'on a démarré le questionnaire en 2010 avec Dynata. La robustesse de l'étude est assurée par cette méthode d'enquête. Et s'il fallait du coup retenir qu'un chiffre sur cette slide synthétique de présentation de Dynata, c'est qu'ils ont réalisé l'an dernier plus de 100 millions d'enquêtes à l'année. C'est vous dire du coup si c'est robuste en termes de pratique et en termes de méthode. Alors sans plus attendre maintenant, après cette introduction sur la méthodologie, je vous propose d'aller sur une des questions rituelles du baromètre SoWine, à savoir le rapport des Français avec les boissons alcoolisées. Quelles sont les boissons alcoolisées préférées par les Français? Eh bien, cette année, c'est effectivement un des éléments déjà notables qu'on peut relever par-delà l'effet de loupe qu'on vous propose par la suite avec Arnaud. C'est que pour la première fois, depuis le baromètre, la bière prend la première position, la première place à 51% comme boisson préférée par les Français, de très peu, en fait, d'une courte tête par rapport au vin tranquille qui décroît très légèrement de moins 1 point par rapport à 2021, à 49%. Mais effectivement, la bière, en fait, a une dynamique assez sensible en gagnant 12 points, ce qui fait qu'elle vient, en fait, prendre de cette courte tête la place au coude à coude avec la bière de première boisson préférée par les Français. Viennent ensuite les champagnes à 31%, avec un petit décroissance de moins 2 points. Les cocktails à 20% et les spiritueux purs à 18%. Point intéressant également à noter, c'est la part des non-consommateurs, puisque cette part progresse en 2022 avec du coup un pourcentage de 16% de Français qui se déclarent non-consommateurs, soit un gain de 6 points contre 10% en 2021. Et c'est une tendance qui est un peu plus marquée chez les femmes, à 19% contre 13% de non-consommateurs chez les hommes. Toujours dans le rapport homme-femme, eh bien, il y a une différence là aussi sur le classement, puisque le vin reste du coup la boisson préférée par les femmes à 45%, contre la bière à 44%. Bien sûr, et si la bière progresse autant, c'est qu'elle progresse aussi chez les femmes, puisqu'il a gagné 13 points, mais le vin reste d'une courte tête la boisson préférée des Françaises.
Examinons maintenant le rapport des Français en termes de connaissances, plus globalement, avec le vin, et ça dans une logique un petit peu de comparaison historique avec les premiers chiffres que nous avions récoltés en 2010. Ce qu'on relève, c'est qu'un Français sur deux, 49% des Français, se déclarent aujourd'hui néophytes en matière de vin, mais ça, du coup, démontre une assez belle progression depuis un peu plus de 10 ans, puisqu'en 2010, ils étaient 64% à se déclarer néophytes. Donc, on a perdu 15% de néophytes. Plus exactement, on a gagné principalement des amateurs éclairés, puisque 47% des Français aujourd'hui se déclarent amateurs éclairés en matière de vin, contre 35% en 2010. Enfin, si on examine la part des Français qui se déclarent connaisseurs ou experts, il reste vraiment en petite proportion, puisqu'on n'a que 4%, on a gagné 3 points depuis 2010 d'experts, de connaisseurs qui se déclarent vraiment à ce niveau de connaissance en termes de vin. Et si on devait en fait regarder en effet de loupe les grands consommateurs de vin, donc ceux qui sont quand même dans un rapport a priori assez affectif avec le produit et grands consommateurs, la part de connaisseurs et d'experts, elle ne s'élève qu'à 8%, donc elle reste relativement marginale, même quand on est grand consommateur de vin. Donc c'est plutôt une affaire de néophytes ou d'amateurs éclairés. Si on examine maintenant un des sujets bien sûr d'intérêt, qui est la part accordée en termes de budget à l'achat de vin en bouteille, on avait, et c'était un enseignement l'an dernier, relevé une hausse assez significative. C'est vrai qu'il y avait eu une augmentation assez forte de la part accordée en fait au prix moyen à la bouteille. Et on relève en fait cette année une petite inflexion pour la part supérieure à 20 euros qui avait assez significativement progressé, qui occupe du coup maintenant 23% en termes de part. Mais qu'en revanche, le cœur de gamme, enfin ce que j'appellerais le cœur de gamme, puisqu'en fait 56% des Français nous disent accorder entre 11 et 20 euros de budget moyen d'achat à la bouteille, eh bien cette part continue de progresser. Et ça de manière assez significative, puisqu'on a 56% des Français qui déclarent accorder 11 à 20 euros en prix d'achat à la bouteille. Pourcentage qu'il faut comparer en fait à 2013. Si on remonte à 2013, puisqu'on était à 22%, donc une progression vraiment très très nette de 24 points en 10 ans. Là où la part à plus de 20 euros, à 23% en atterrissage cette année, était qu'à 6% en 2013. Donc on voit vraiment que cette dynamique, on dit boire moins mais mieux, se trouve de nouveau confortée par ces chiffres, alors, qui sont certes déclaratifs, mais qui disent bien depuis plusieurs années la tendance. Et à rebours, on voit que les segments inférieurs à 10 euros, entre 5 et 10 euros, moins de 5 euros, continuent plutôt de décélérer, enfin d'être dans la deuxième partie du classement. Enfin, si on interroge du coup le rapport en termes d'intérêt au vin, c'est-à-dire ceux qui sont plus en empathie avec le produit, manifestent, ils sont 50% à accorder de l'intérêt à l'univers du vin, eh bien, on voit que là aussi, ça a un impact sur la capacité à mobiliser un budget plus significatif, puisque les consommateurs qui démontrent un intérêt pour le vin accordent 59% contre 56 à la moyenne à des bouteilles entre 11 et 20 euros. Et encore plus significativement, ça c'est vraiment intéressant, 69% d'entre eux déclarent accorder un budget supérieur à 20 euros contre 23% en moyenne. Donc on voit que là, le rapport à l'intérêt au vin est assez directement connecté à la capacité à mobiliser un budget plus conséquent à la bouteille. Voilà pour la partie budget. Autre question rituelle, le rapport à l'origine des produits, la région, l'appellation. Depuis longtemps, et ça reste confirmé cette année, on a un trio de tête qui reste incontesté, qui est Bordeaux, Bourgogne, Champagne. Bordeaux à 45% en moyenne, en première place, loin devant la Bourgogne et la Champagne à 26%, quasi ex aequo. Donc c'est plutôt sur la suite du classement en fait que ça bouge. Et ça, du coup, on voulait l'examiner à l'aune du coup du rapport justement en connaissance de vin. Et fait intéressant, eh bien, on relève que pour la part des connaisseurs et des experts, eh bien, on a effectivement notre trio de tête Bordeaux, Bourgogne, Champagne. Bordeaux
à 48%, devant la Bourgogne de peu à 48%, la Champagne à 38%. Le Rhône occupe une bonne place en 4e position, suivi du Languedoc. Et il est intéressant de noter que le Languedoc, qui en moyenne plus globale est assez loin derrière le classement, s'arroge une jolie 5e place sur ce segment des connaisseurs et des experts à 24%. Et il est intéressant aussi de relever qu'il y a une assez jolie dynamique sur ce segment pour le Languedoc, puisqu'il gagne 4 points cette année par rapport à 2021. S'agissant du coup des amateurs éclairés, eh bien, on retrouve notre classement Bordeaux, la Champagne qui passe légèrement devant la Bourgogne, en trio de tête, Bordeaux assez loin devant, le Rhône en 4e position à 24%, devant la Provence à 18%. Enfin, sur le segment des néophytes, de nouveau trio tête Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Bordeaux assez loin devant à 40%. Et une assez jolie 4e place occupée par l'Alsace. Ça, c'est un élément nouveau du classement. L'Alsace, par une position qui reste stable, mais avec une petite décélération derrière, va bien occuper sur ce segment des néophytes la place de la région préférée en 4e position par les néophytes en matière de vin, légèrement devant la Provence à 17%. Donc intéressant de relever que les dynamiques sont un petit peu différentes en termes de région, suivant son niveau de connaissance en matière de vin. Si on examine maintenant le cas du champagne, sur un effet de loupe qui tient au moment de consommation champagne, je trouvais intéressant d'examiner ces données et les dynamiques en cours. Alors, le premier moment de consommation pour le champagne, ça reste un moment festif, les soirées, à 43%, devant le moment apéritif, à 35%, le repas 16%, et puis les autres moments 7%. Ce qui est intéressant derrière ces chiffres et cette dynamique, c'est effectivement les progressions et les dynamiques justement, puisque la part des soirées se voit gréver de 8 points, donc décélération assez nette pour le moment soirée, qui est probablement lié à un contexte assez conjoncturel et le fait que les occasions de soirée ont été peut-être un tout petit peu moindres en 2021. Au profit du coup d'une dynamique positive pour le moment apéritif à plus 3 points et le repas plus 4 points. Donc finalement, du coup, des moments de consommation du point de vue du champagne qui profitent à d'autres moments du quotidien que la dimension célébration et festive qu'on lui connaît, bien sûr, de choix. Voilà pour ce petit focus champagne et moment de consommation champagne. Alors, qui dit champagne dit bulle, qui dit bulle de champagne dit bouteille de champagne, dit flacon. C'est un sujet, le conditionnement et la bouteille qu'on a voulu interroger cette année. Et c'est un élément nouveau du questionnaire et du baromètre. Je vais laisser la parole à Marie pour qu'elle nous parle en fait du rapport des Français au conditionnement en général. Merci Sylvain. Effectivement, c'est une nouvelle question posée cette année. Nous sommes intéressés au conditionnement, à la question des contenants. Alors, quand on parle d'autres contenants que le flacon, on parle de bibes, on parle de vin en vrac, on parle de vin en canette, puis on peut parler aussi d'autres contenants. Donc, la première question, naturellement, qu'on a posée aux Français, c'est de savoir s'ils achètent leur vin uniquement en bouteille ou également dans d'autres contenants. Le premier chiffre, la première donnée, c'est que 75% des Français achètent son vin uniquement en bouteille, en flacon. Et donc, 25% des Français qui achètent du vin également dans d'autres contenants. Et sur ces 25% d'acheteurs du vin dans d'autres contenants, on a une grande majorité d'entre eux qui achètent du vin en bibe, donc pour 62% d'entre eux. 25% d'entre eux qui achètent du vin en vrac, 21% du vin en canette et 7% dans d'autres types de contenants. Donc, ce sont des données extrêmement intéressantes, en particulier pour ce qui concerne le bib. On leur a également posé la question des raisons de ce choix. Donc, quelles sont vos motivations d'achat pour un autre type de conditionnement que la bouteille? Eh bien, à 58%, la réponse, c'est le prix. À 37%, c'est le volume, à 33%, la qualité et à 31%, la praticité. Et là où on aurait pu se dire que les questions du rapport à l'environnement auraient pu être une motivation également pour l'achat de ce vin dans d'autres contenants, mais la réponse est oui, mais pas forcément en tête de réponse. Donc la question du rapport et des raisons environnementales arrive en 5e position, citée à 17%. Et puis pour l'anecdote, l'originalité du contenant arrive en 6e position à 9%.
Voilà pour ce qui est de la question posée par rapport au format. On a également interrogé cette année encore, et c'était la 3e année qu'on le faisait, les Français sur le rapport au vin et à l'environnement. Donc, quel est leur intérêt pour les labels environnementaux? La première question qu'on leur a posée, c'est de savoir si, lorsqu'ils achètent une bouteille de vin, ils regardent si la bouteille porte un label environnemental. La réponse est plutôt oui, à 53,4%. C'est une réponse qui, malgré tout, est en baisse par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était 67% des Français qui déclaraient regarder si une bouteille portait un label avant de l'acheter. C'est une question qui pose également la question de la compréhension des labels. On voit dans le baromètre Sowine Dynata 2022 que la notoriété des labels existe, en particulier celle évidemment du label AB, agriculture biologique, puisqu'il est reconnu et connu par 85% des Français, des consommateurs. Les autres arrivent quand même de manière assez marquée derrière. Vignerons engagés à 36%, le label HVE à 29%, le label Terravitis à 26%. Et puis, pour ce qui est des labels en biodynamie en particulier, je pense à Déméter en particulier et Biodivin, ils arrivent encore derrière avec respectivement 16 et 15%. Donc, dans ce rapport des Français à l'achat d'un vin labellisé avec un label lié à l'environnement, on s'est également posé la question de savoir si les Français étaient prêts à payer plus cher pour acheter un vin portant un de ces labels. La réponse, là aussi, est oui, puisque 53,3% des Français sont prêts à payer plus cher si le vin affiche ce label environnemental. Là aussi, c'est un chiffre qui est en baisse par rapport à l'an dernier, puisqu'on était à 57%. Et sans surprise, un peu d'ailleurs comme le fait de porter un intérêt au label environnemental qu'on a vu précédemment, sans surprise, c'est un intérêt et une capacité qui est un peu supérieure chez les 18-35 ans, qui sont 66% à déclarer être prêt à mettre plus cher pour acheter un vin labellisé, et également chez les grands acheteurs de vin qui sont 69% à le déclarer. Alors, si on leur pose la question des freins, de ce qui les empêche ou de ce qui les freine par rapport à l'achat d'un vin labellisé, la première réponse, c'est quand même le prix, donc en rapport avec ce que je viens de dire, le prix trop élevé pour 44%. Et puis, un autre point qui pose quand même vraiment question, c'est le fait qu'on ne connaît pas les labels pour 32% des répondants. Donc, un travail sans aucun doute de connaissances et d'informations à développer de la part des labels pour avoir davantage de notoriété. On peut noter également qu'on a 15% des Français qui ne se sentent pas concernés par le sujet. Et si on leur pose à l'inverse la question de leur motivation d'achat, la première réponse, c'est s'assurer de la qualité du vin, qui est une réponse donnée à 46%. Également, respecter l'environnement, c'est logique, à 44%. S'assurer de l'origine du vin, à 36%. Faire attention à sa santé, à 28%, mais aussi protéger la santé des producteurs, à 22%. Et puis, on s'est également intéressé dans le baromètre cette année sur la capacité des acheteurs de vins labellisés à acheter du vin sur Internet. Alors, il se trouve que les acheteurs réguliers de vins labellisés sont 54% à 54% des acheteurs sur Internet. Arnaud, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins ou est-ce que c'est équivalent à la moyenne des Français? Écoute, bonne question, Marie. Merci de me la poser. Je vais garder un petit peu de suspense, en fait. Effectivement, le baromètre s'intéresse depuis plus de 10 ans à savoir si les Français et les consommateurs de vin achètent du vin sur Internet. Avant de rentrer dans les chiffres, ce qui est important de souligner, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important l'année dernière. On a quasiment 46% des Français qui ont déclaré l'année dernière acheter du vin sur Internet. C'est un bond de 16% par rapport à ce plateau qu'on constatait depuis à peu près 2016. Le nombre d'acheteurs de vin en ligne plafonnait à 30%. Et il y a eu ce bond l'année dernière de près de 16 points. Donc la grande question, c'est de savoir si c'était un effet de pic et qu'on allait ensuite redescendre ou si on allait se maintenir à ce niveau. Alors la réponse est plutôt en faveur du maintien, puisque ce qu'on voit, c'est que 41% des Français se déclarent aujourd'hui acheteurs de vin en ligne. Donc effectivement, c'est 5 points de moins que l'an passé, mais en revanche, on a quand même ancré un bond de plus de 10% par rapport au plateau d'avant Covid. Alors, si on regarde dans le détail, ce qu'on observe, c'est que chez les 18-25 ans, ce pourcentage est de 55%. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle qui est confirmée aussi par le fait que ce soit 53% chez les 26-35 ans. Bref, les consommateurs d'aujourd'hui et de demain sont des acheteurs qui ont ancré le réflexe de l'achat en ligne. Si on continue d'explorer les chiffres, on constate que plus on se déclare
connaisseur, plus on achète sur Internet. Par exemple, on constate que 75% des personnes qui se déclarent connaisseurs ou experts, nos fameux connaisseurs et nos experts, 75% d'entre eux déclarent avoir déjà acheté du vin sur Internet. Une autre tendance qui se dégage clairement et qui se conforte d'année en année, c'est que le panier moyen est relativement important. On a 53% des acheteurs de vin en ligne dont le panier moyen est supérieur à 50 €. Et ce sont des paniers qui se portent généralement sur des volumes entre 3 et 6 bouteilles par panier. Juste important à noter quand même, le prix moyen par bouteille se situe, le principal prix moyen se situe entre 11 et 20 €, ce qui corrobore à peu près ce qu'on s'est dit au début sur les intentions d'achat et le prix psychologique. Le deuxième volet qu'on observe chaque année, c'est l'influence des réseaux sociaux sur le comportement d'achat de vin. Alors cette année, on observe sans surprise que les Français sont toujours très présents sur les réseaux sociaux et on a certaines plateformes qui continuent à recruter des visiteurs. Enfin, on pense à Instagram, on pense à TikTok. Quelques chiffres quand même avant de rentrer dans le détail. On a 70% des Français, encore, j'allais dire 70% des Français qui consultent tous les jours ou plusieurs fois par semaine Facebook. Et on a 45,2% des Français qui en font de même pour Instagram, c'est-à-dire qu'ils le consultent tous les jours ou presque. Si on s'intéresse plus à l'influence, on note qu'on a 62% des Français qui déclarent suivre des influenceurs, entre autres sur Instagram. Alors la grande question, comme chaque année à laquelle on cherche à répondre, c'est de savoir si ces fameux influenceurs influencent. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, 23% des Français qui suivent un compte d'influenceurs ont déjà acheté un vin recommandé par ces influenceurs. Alors, cette tendance, elle est en légère baisse de 5% par rapport à l'année passée. En revanche, ce qu'on constate, c'est que ce chiffre, il s'élève à 39% chez les 18-25 ans et à 35% chez les 26-35 ans. Un autre chiffre intéressant à observer, c'est que 50% des grands acheteurs de vin ont, quant à eux, déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux et ce chiffre s'élève à 66% chez les grands acheteurs de vin en ligne. Donc, plus on est connecté, plus l'influence a d'influence. En ce qui concerne les réseaux sociaux, on constate toujours sans surprise que c'est Instagram, qui est aujourd'hui la plateforme qui est la plus engageante dans le secteur des vins et spiritueux. On a 32% des utilisateurs d'Instagram qui déclarent suivre des comptes de châteaux, de marques, de domaines sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, si on fouille un petit peu dans ces chiffres, on note que ce pourcentage monte à 52% chez les grands consommateurs de vin et jusqu'à 70% chez la catégorie des grands consommateurs de champagne. C'est-à-dire que 70% des grands consommateurs de champagne suivent une marque ou un château sur Internet. Point d'observation important, le média social qui progresse le plus cette année, c'est de loin TikTok. On a aujourd'hui seulement, j'allais dire, 27% des Français, toute population confondue, qui le consultent régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. En revanche, si on observe le créneau 18-25 ans, on a 61% de cette tranche d'âge qui le consultent régulièrement. Et même chez les 26-35 ans, on est encore à 26%. Donc, ça va être clairement un réseau social qu'il va falloir observer de près cette année. Voilà pour les Français et le digital. Qu'en est-il des Français et des spiritueux, Sylvain? Alors, les spiritueux, du coup, une histoire d'amour avec les Français qui, bien sûr, se confirme encore cette année. Là aussi, question, enfin, je dirais un petit peu traditionnelle, le rapport des Français aux spiritueux. Cette année, du coup, 42% des Français déclarent s'intéresser à l'univers des spiritueux. Avec du coup une tendance légèrement plus marquée chez les hommes à 49%. Donc près de 4 Français sur 10 qui s'intéressent vraiment à cet univers. En revanche, il reste encore cette année, dans la manière dont ils se positionnent, ils se déclarent majoritairement néophytes, puisque 61% des Français se déclarent néophytes en matière de spiritueux. Alors, quel est le classement des spiritueux préférés par les Français ? Eh bien, un classement, je dirais, inchangé. Bon, je vais revenir sur les dynamiques inhérentes à la fréquence de consommation. C'est le rhum, de nouveau, cette année, qui s'arroge la première place avec un chiffre très important de 80%.
80% de consommateurs de spiritueux qui se disent préférer le rhum, légèrement devant le whisky à 77%, la vodka à 64%, les liqueurs à 62%, le cognac à 57%, la tequila à 56%, les anisés 54% et le gin à 53%. Comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est par-delà en fait cette code d'amour déclaré, c'est la régularité de consommation et la manière dont ces catégories de spiritueux embarquent du coup des consommateurs réguliers. En l'occurrence, si on fait cet exercice, c'est clairement le whisky qui continue de conserver la position de spiritueux le plus fréquemment consommé, puisque au total, le whisky compte 19% de grands consommateurs, des gens qui vont consommer une à plusieurs fois du whisky par semaine, et 29% de consommateurs réguliers, une à plusieurs fois par mois, ce qui fait au total 48% donc de consommateurs de spiritueux qui sont vraiment des consommateurs réguliers du coup de whisky. Là où sur le rhum, on compte 14% de grands consommateurs et 24% de consommateurs réguliers, donc 38% au total de consommateurs réguliers. Donc on voit que le whisky est quand même toujours assez loin devant en termes de dynamique sur les consommateurs réguliers. On voit aussi que globalement que sur cette catégorie des whisky, elle continue cette année à recruter, puisque globalement, il y a elle gagne 2 points en fait en termes de 75 à 77%, donc elle recrute encore un petit peu. Là où le rhum fléchit légèrement de 2 points, donc il a perdu quelques occasionnels qui sont du coup non consommateurs désormais. Point aussi intéressant à relever en termes de capacité à recruter des consommateurs réguliers, c'est le tequila et le gin, qui sont les deux catégories en la meilleure dynamique en termes de recrutement de réguliers globalement cette année en 2022. Maintenant qu'on a regardé du coup voilà ce rapport aux spiritueux et aux catégories de spiritueux, examinons ensemble les moments de consommation privilégiés par les Français en matière de spiritueux. Quels sont les moments où les Français consomment le plus souvent des spiritueux? C'est la question qu'on leur pose. Et cette année, de nouveau, c'est le moment apéritif qui vient truster la première place à 38%, devant les soirées à 33%, le digestif à 18% et les repas à 9%. Dans le détail, là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les dynamiques, puisque l'apéritif et les soirées en fait perdent 2 points, là où le digestif et le repas gagnent 2 points. Donc c'est vrai qu'on dit que le moment digestif était un peu ringardisé. On voit qu'en fait, il est plutôt dans une orientation intéressante. Et on le verra dans le détail sur une catégorie d'âge, en particulier les 36-49, qui viennent le surconsommer à 22% contre 18% en moyenne. Et effectivement, ce rapport d'âge, il est assez notable sur les moments de consommation et assez intéressant à analyser. On le voyait là sur le digestif, puisque pour le moment apéritif, la classe d'âge des 50-65 ans et 57% a déclaré préférer ce moment de consommation contre 38% en moyenne. Donc on voit à quel point les Français finalement un peu plus âgés privilégient nettement en fait la consommation de spiritueux sur ce moment apéritif. Et j'en dire un peu par contraste, sans que ça soit vraiment complètement une surprise, par des moments de consommation en soirée assez largement privilégiés par les plus jeunes, les 18-25 ans, à 54% contre 33% en moyenne. Et puis, point d'intérêt, de curiosité, 17% des 18-25 ans déclarent consommer des spiritueux à l'occasion des repas et gagnent plus 3 points. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir que les moments de consommation en fait divergent en termes de préférence selon les classes d'âge. Alors, les spiritueux sont bien sûr le partenaire idéal des cocktails, le partenaire idéal de la mixologie, et on s'intéresse bien sûr chaque année du rapport des Français à la cocktailisation, à la consommation de cocktails. Et cette année, du coup, ils sont 37% les Français à déclarer s'intéresser à l'univers de
de la mixologie, l'univers, l'art de la création des cocktails, avec une petite décélération de moins 3 points. Mais on a quand même 4 Français sur 10 en fait, qui se déclarent engagés dans ce sujet, la mixologie des cocktails, qui s'intéressent à cet univers. Si on examine maintenant la base cocktail, les spiritueux privilégiés par les Français en matière de cocktail, eh bien, de nouveau cette année, c'est le rhum assez nettement qui occupe la première place du podium à 54%, devant la vodka qui s'arroge la deuxième place à 34%, et le whisky 28%, avec une légère dynamique en faveur du rhum contre le whisky. Et point notable, en tout cas en termes de progression, la tequila et le gin, qui sont du coup chacun en fait dans une assez jolie dynamique positive, bien orientée, de plus 4 points pour la tequila et plus 4 points pour le gin par rapport à 2021. Voilà pour les principaux enseignements en panorama des sujets des spiritueux, du rapport des Français avec les spiritueux. On en a parlé en introduction. Il y a un nouveau thème qu'on a introduit cette année au cadre du baromètre. C'est le rapport des Français à la bière. Que faut-il en penser, Arnaud ? Eh bien oui, c'est une nouveauté du baromètre et on a vraiment souhaité faire ce focus sur la bière. Alors c'est vrai que ça coïncide avec le fait que pour la première fois cette année, la bière passe très légèrement devant le vin comme boisson préférée des Français. Alors lorsqu'on demande aux Français s'ils s'intéressent à la bière, ils sont 51% à déclarer s'y intéresser. C'est à 1 ou 2 points près, identique au vin. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir, tout au long de ce focus sur la bière, faire des points de comparaison comme ça avec l'univers du vin pour voir ce qui est commun ou ce qui, au contraire, a tendance à s'en écarter. En ce qui concerne la connaissance de la bière, là aussi, on s'est posé la question, la même que pour le vin, dans quelle catégorie se situe le consommateur ? Et on a 7% des consommateurs qui se déclarent connaisseurs ou experts. On a 41% des consommateurs qui se déclarent amateurs éclairés et 52% de néophytes. Alors, dans les grandes masses, c'est à peu près la même chose que pour le vin, si ce n'est qu'on a peut-être un petit peu plus d'experts et un petit peu plus de néophytes pour la bière. Le point peut-être, et je reviens juste sur l'intérêt, là où il y a une différence, c'est que l'intérêt est quand même significativement plus fort chez les hommes pour la bière, puisqu'ils sont 50% à déclarer s'intéresser à la bière, contre 45% pour les femmes. Alors, lorsqu'on demande aux Français la bière qu'ils consomment, ils sont 58% à déclarer privilégier les bières locales, les bières made in France, 46% à déclarer préférer les bières importées, 45% pour les bières craft, cette nouvelle catégorie dont on parle beaucoup, et 38% en quatrième position à déclarer préférer consommer des bières industrielles, dites industrielles. Alors, si on leur demande ensuite quelle catégorie de bière ils consomment, alors là, il y a un plébiscite, c'est quasiment une unanimité. On a 96% des consommateurs de bière qui déclarent consommer de la bière blonde, 84% pour la bière blanche, 74% pour la bière ambrée, 73% pour la bière brune. Et c'est en cinquième position qu'on trouve un élément surprenant, c'est qu'ils sont 45% à déclarer consommer de l'IPA. Pourquoi surprenant ? Parce que c'est vrai que c'est finalement une catégorie qui est relativement émergente. Ça fait entre 5 et 10 ans qu'on voit cette catégorie qui a déjà réussi à s'imposer si haut dans le classement. On n'oublie pas les bières acides, les bières sour, qui arrivent en sixième position avec 34% des consommateurs qui déclarent en consommer. Un autre point qu'on a cherché à observer, c'est les instants de consommation. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'encore une fois, on est avec beaucoup de points de commun, beaucoup d'analogies avec l'univers du vin. 59% des Français déclarent consommer du vin prioritairement en famille, dans l'environnement familial. Ils sont 56% à déclarer la consommer avec des amis. Et là, il y a peut-être un changement significatif avec le monde du vin, c'est qu'on a 28% des Français qui déclarent consommer de la bière seule, ce qui est plus élevé que le vin. On a seulement 12% des Français qui déclarent consommer du vin seul. Donc peut-être un produit qui est une approche un peu plus décomplexée à la bière par rapport à ça.
Sur les moments de consommation, sans surprise, on voit que les moments de consommation préférés sont le soir du week-end à 58%, puis le midi du week-end à 38%, 37% en semaine le soir et seulement 14% en semaine le midi. Ce chiffre est plus important dans le nord de la France. Il est presque un peu plus de 20% dans le nord de la France sur la semaine le midi. Donc ça, c'est une particularité régionale. Mais on a d'autres particularités régionales qui nous ont particulièrement marquées. C'est entre autres les habitudes de consommation de la bière selon les régions où on habite. En région parisienne, par exemple, 45% des consommateurs déclarent consommer de la bière le soir en semaine, c'est-à-dire ce fameux after work. C'est tout de même 10 points de plus que la moyenne nationale. A contrario, les habitants des régions du sud-ouest de la France sont 68% à déclarer consommer de la bière les soirs du week-end, contre seulement 50% des habitants de la région parisienne. Donc voilà, une vraie disparité régionale. Donc voilà, écoutez, on a parlé des boissons alcoolisées classiques, le vin, les spiritueux, la bière. Maintenant, on va s'intéresser peut-être aux nouveaux venus et à ces nouveaux produits. Merci Arnaud. Effectivement, on a choisi cette année pour la première fois de s'intéresser à ce qu'on a appelé les NKOTB, New Kids on the Block, qui sont en fait les nouveaux venus dans l'univers du vin et des spiritueux. Donc, je parle ici de produits à faible teneur en alcool, de produits aussi sans alcool, spiritueux en particulier, de produits à faible teneur en calories ou encore de produits sans gluten. On va se pencher sur la question. Alors, indéniablement, cette tendance des vins et spiritueux sans alcool ou à faible teneur en alcool, elle continue de faire parler d'elle. On avait déjà posé la question l'année dernière aux Français. On a 29% des Français cette année qui consomment des no-low, donc no alcohol et low alcohol. C'est une hausse de 2 points par rapport à 2021. Peut-être logiquement, c'est aussi une tendance qui est plus marquée chez les 18-25 ans, à 44%, avec une hausse de 4 points versus 2021. Et c'est également un sujet qui augmente chez les 50-65 ans à 20%. Donc, la réponse totale est inférieure à celle des plus jeunes, mais avec une hausse en revanche qui est intéressante, puisque les 50-65 ans, qui sont 20% à déclarer consommer des no-low, c'est une hausse de 6 points par rapport à 2021. Alors, quand on leur pose la question de savoir pourquoi ils privilégient ces produits, elles sont citées en premier lieu la réponse qui est pour consommer moins d'alcool à 40%, c'est logique. Faire également attention à sa santé à 38%. Le goût à 33% et puis le peu de calories associé à 20%. C'est des chiffres qui sont relativement similaires à ceux de l'an dernier, si ce n'est pour les raisons liées au peu de calories associées qui est en baisse de 10 points versus 2021, ce qui m'amène à passer justement à la question qu'on leur a posée spécifiquement sur ces produits à teneur réduite en calories. Qui du coup nous amène à avoir une réponse de la part des Français qui sont 18% à déclarer consommer volontairement des boissons à faible teneur en calories. Et c'est une tendance qui a tendance à diminuer avec l'âge puisqu'ils sont plus nombreux, plus jeunes. Donc les 18-25 ans sont 28% à rechercher ce type de produit. Les 26-35 ans, 27% et les 50-65 ans, 10%. Et tout à l'heure, Arnaud parlait de la différence de consommation de bière selon les régions. On peut faire également un focus différenciant sur ce même sujet, celui des produits à faible teneur en calories. En Île-de-France, on en consomme un peu plus puisque 27% des Franciliens répondent en consommer contre des chiffres qui varient de 13 à 18% sur l'ensemble des autres régions françaises. Et puis, autre sujet qu'on a également abordé, qui est un sujet qui nous interrogeait par rapport à un certain nombre de lectures qu'on peut faire sur la tendance du sans gluten, en particulier dans l'alimentaire. On s'est posé la question du sans gluten dans le monde des alcools et finalement, cette consommation de boissons sans gluten, elle n'est pas si anecdotique que ça en France. À la question de savoir si les Français consomment des vins, des bières, des spiritueux sans gluten, on a 11% des Français qui déclarent consommer de la bière sans gluten. On a 10% des Français qui déclarent consommer des hard seltzers sans gluten et 9% des Français qui déclarent consommer des spiritueux sans gluten, spécifiquement. Donc, ils font ce choix spécifiquement par rapport au fait que ce sont des produits sans gluten. Juste pour information également, il y a un produit qu'on voit revenir en force sur les linéaires chez les cavistes en particulier, qui est le cidre. Et le cidre, c'est un produit qui est naturellement sans gluten. Alors, on n'a pas posé la question spécifiquement par rapport au sans gluten aux Français, mais je vous donne quand même ce chiffre qui est qu'on a 23% des Français qui déclarent consommer du cidre, qui est donc naturellement sans gluten.
Voilà pour les chiffres sur ces NKOTB, donc New Kids on the Block. On sera évidemment des constats et des observations à suivre dans les mois et les années à venir. Nous avons donc fini avec cette présentation des principales données du baromètre Sowain Dynata 2022. Cette année 2022, elle marque le pas par rapport à de nouvelles habitudes de consommation, par rapport à un élargissement des catégories aussi dans l'univers des vins et spiritueux, avec une vraie tendance pour le moins mais mieux. Sylvain en a parlé tout à l'heure. On retient aussi de cette édition 2022 du baromètre Sowain Dynata la place de la bière. Arnaud a développé ça, bière donc qui joue au coude à coude avec le vin comme boisson préférée des Français, ce qui ne veut pas dire que le vin diminue drastiquement, mais la bière effectivement joue au coude à coude. On observe également des habitudes d'achat en ligne qui sont maintenant bien ancrées dans les habitudes des Français, et puis un intérêt pour les spiritueux qui n'est plus à démontrer. Sylvain en a parlé également, avec des choix toujours plus pointus sur les catégories de produits et des Français qui sont toujours curieux et avides de connaissances. Voilà, donc c'est autant d'informations qui évidemment dessinent les tendances de consommation des mois et des années à venir, qu'on observera avec grande attention chez Sowain et dont on vous partagera nos observations. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci Sylvain, merci Arnaud, merci à toute l'équipe technique, merci également à notre partenaire Dynata avec qui nous avons cette relation de fidélité depuis plus de 10 ans. Merci également à toute l'équipe Sowain qui a travaillé depuis plusieurs mois sur les résultats de ce baromètre. Je pense en particulier à Estelle, Théo et Margot qui sont au sein du pôle conseil et études. Je pense également au sein du pôle relations presse et influence à Christopher et Laurine. Je pense également au sein du pôle design et création à Céleste et Leïla et au sein du pôle digital et social média à Julie. Merci à tous